Le métier de journaliste est synonyme, pour bon nombre d'entre nous, d'enquête sur le terrain et de prise d'informations en situation. Mais depuis les années 2000, une autre méthode de journalisme coexiste avec la précédente et s'avère très précieuse, en particulier lorsque les journalistes ne peuvent pas être envoyés sur le terrain. Nous sommes étudiants en master à l'école de design Nantes Atlantique et cette année, nous avons exploré cette pratique journalistique, l'OSINT. On a donc nous aussi mené l'enquête. À travers les interviews de journalistes et de designers, nous vous proposons de découvrir les dessous de cette méthode, les outils qu'utilisent les professionnels, et enfin, nous interroger sur le rôle du design dans cette pratique journalistique. À la base, c'est une discipline qui vient des milieux du renseignement. Ça veut dire Open Source Intelligence, et donc Intelligence, c'est le renseignement, l'information. Et Open Source, parce qu'en fait, c'est du renseignement qu'on fait à partir de sources qu'on dit ouvertes. Là, on travaille à partir de documents qui sont librement accessibles. C'est une méthodologie de recherche d'informations sur des sources ouvertes, sources qui sont déjà accessibles publiquement, mais qui sont cachées. Lise Lotmas, journaliste pour Le Monde. C'est une discipline qui a été réappropriée par des journalistes, entre autres, pour enquêter sur des terrains parfois difficilement accessibles et produire des enquêtes différentes, puisque en fait, la matière de départ et la manière d'enquêter elle-même étaient différentes. Une fois en Israël, les combattants du Hamas attaquent en simultané au moins 6 bases militaires de Tsahal et 7 zones résidentielles civiles, dont une ville, 5 kibboutz et le site du festival Supernova. Le Monde, à partir d'images analysées et vérifiées, a pu reconstituer leurs modes opératoires, incursion éclair, assaut simultané et planification. C'est sûr qu'il y a beaucoup de sources différentes pour réaliser de la recherche en source ouverte. Donc que ce soit les réseaux sociaux avec des ressources que les gens vont publier en ligne et qui sont parfois pas forcément fiables via différents prismes que chacun va raconter son histoire. Il y a aussi tout ce que vient publier les ministères, les communes, l'État aussi. Donc il y a beaucoup de rapports qui sont postés en ligne et auxquels on peut avoir accès. Également les ressources de satellites, d'images satellites, c'est aussi une des sources qu'ils utilisaient beaucoup pour comparer par exemple une vidéo postée sur un réseau social et une vidéo prise par un satellite. Donc pour comparer et voir est-ce que ça a été pris à cet endroit-là par exemple. Le journalisme de manière classique vise à restituer une information. Mais souvent, cette information, elle peut être parue comme complexe. Là où c'est intéressant de travailler sur l'OSINT, c'est que précisément, l'OSINT, c'est de l'information qui se transcrit dans des documents. Et donc, il y a une question qui est assez importante pour nous et qui fait le lien avec le design, c'est comment est-ce qu'on représente cette information? Parce qu'en fait, en OSINT, ce qu'on constate, c'est que c'est une méthodologie qui n'est pas forcément connue du grand public. Je pense que si on va dans la rue et qu'on interroge les gens pour leur demander « Savez-vous ce que c'est l'OSINT ?» il n'y a pas grand monde qui va être capable de répondre à la question. Et donc, ce qui est important pour les journalistes qui font de l'OSINT, c'est d'expliquer leur méthode et de la visualiser, de la mettre en image, de la représenter visuellement. Et c'est là que le design reprend le pas, à la fois pour travailler sur la narration, sur comment est-ce qu'on produit de nouvelles formes de narration, mais également pour visualiser l'information. Quand on regarde des enquêtes OSINT, très souvent, on va avoir de l'utilisation de motion design pour détourer des zones dans l'image, pour signifier des points importants dans une cartographie, dans des documents, etc. Et ça, c'est précisément des aides qu'apporte le design pour faciliter la compréhension de l'enquête pour les personnes qui la regardent. Alors, les origines de l'OSINT sur la base des informations que nous on a trouvées, c'est aux alentours des années 2000 une discipline qui commence à se structurer dans les milieux du renseignement, donc avec notamment des documents qui viennent de la CIA et de l'OTAN. Et après, il y a une autre date clé, c'est 2014. 2014, c'est la création d'un site qui s'appelle Bellingcat, par un journaliste qui s'appelle Elliot Higgins, mais c'est aussi la publication d'une des premières grandes enquêtes de l'ICIJ, un consortium de journalistes, et qui s'appelait LuxLeaks,
qui portait sur des arrangements fiscaux au Luxembourg pour des grandes entreprises du numérique. Alors en 2019, Le Monde crée sa cellule d'enquête vidéo. Le fait de structurer cette cellule d'enquête, c'est relativement nouveau dans l'écosystème médiatique des grands médias français, mais ce n'est pas nouveau à l'étranger. Et aux États-Unis notamment, on a le Washington Post et le New York Times qui étaient en avance là-dessus et qui ont des moyens beaucoup plus importants et donc des équipes beaucoup plus importantes. En revanche, en France, depuis 2019, c'est quelque chose qui est en train de se diffuser. Ça prend un peu la suite des équipes de fact-checking, puisqu'il y a des méthodes qui peuvent se recouper. Mais c'est un mouvement et une adaptation qui, d'après nous, est toujours à l'œuvre. Et donc c'est aussi pour ça que c'était intéressant de travailler sur ce sujet-là avec nos étudiants. Alors dans un premier temps, on a réalisé du coup des recherches sur ce qu'étaient les enquêtes OSINT. Et par la suite, on a tout de suite commencé à réaliser des entretiens avec des experts qui ont l'habitude de travailler avec des données open source. Parmi eux, nous avons pu nous entretenir avec Denis Vanier. Il est data journaliste et cartographe. Moi, je participe à des investigations, donc des enquêtes plutôt longues, et j'interviens plus sur la partie data. Mais j'interviens comme n'importe quel journaliste avec la même démarche journalistique et parfois ça se mélange un peu, quoi. C'est-à-dire que moi ma source d'information c'est des jeux de données et en fait le résultat ça peut être un paragraphe, ça peut être un article. Il m'est arrivé de faire des articles issus d'un traitement de données avec que de la donnée brute, mais en fait j'en ai fait un papier, quoi. Enfin ce qu'on appelle un papier, un article. Et parfois, je fais une carte interactive, et parfois, plus souvent, c'est des récits cartographiques. Alors, on dit du scrollytelling, mais certains appellent ça du récit-molette. Enfin, l'équipe du Parisien, par exemple, ils appellent ça des récits-molettes, où quasiment l'unique interaction avec le lecteur, c'est de scroller, et c'est d'utiliser sa molette ou de toucher son écran. Et en fait, les cartes et les atlas, ça sert à ça. Ça sert à s'inventer des voyages, à s'inventer des mondes. Et en fait, ça marche avec tout le monde. Il n'y a rien de plus universel que les cartes pour donner une impression pour plonger les gens dans un monde. On transmet les informations aux gens pour qu'ils comprennent un phénomène. Moi, je rajoute généralement pour qu'ils s'en emparent et qu'ils fassent quelque chose avec. Et en fait, quand on a ça en tête, en fait, ça aide à guider. Après, vous êtes designer, donc c'est mieux que moi dans les process, mais pour les journalistes, c'est pas si évident que ça. Les journalistes, on couvre ça parce que il faut le couvrir et puis on fait un papier. Et ça contredit un peu la logique générale dans les médias qui dit non, mais nous on est neutre et objectif, ce qui ça n'existe pas. Aucun n'est neutre objectif. Plus précisément autour de deux villes devenues le symbole de l'hiver 2022, Bakhmout et Soledar, la ville voisine. Nous avons enregistré tous les participants, décompté tous les temps de parole et examiné les prises de position de toutes les personnes présentes en studio. Ces immenses incendies sont-ils inédits? Sont-ils plus violents que d'habitude? Et risquent-ils de se multiplier? Des positions présentées comme alignées sur les accords de Paris pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Pourtant, des milliards de dollars sont octroyés chaque année par ces mêmes banques aux groupes pétroliers. Parmi eux, l'entreprise qui émet le plus de gaz à effet de serre au monde, Saudi Aramco. Le dernier extrait que vous venez de voir est tiré d'une enquête de Liselotte Mass. Elle est journaliste au journal Le Monde, spécialiste en enquête OSINT. La plupart des journalistes ont commencé à entendre parler de tout ça, typiquement au moment de la guerre en Syrie, où il y avait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui ont commencé à émerger, qui permettaient de documenter des crimes de guerre, par exemple. Typiquement, l'OSINT les enquêteurs en source ouverte, qu'ils soient journalistes ou pas d'ailleurs, vont principalement se concentrer sur des zones de conflit, des zones très reculées, des sujets sensibles, des sujets sur lesquels en fait des reporters, on va dire, traditionnels auraient peu ou pas d'accès. Et ça permet aussi de combler un peu un vide informationnel comme ça, dans des pays où il y a énormément de censure ou dans des dictatures, ce genre de choses. Le principal étant de avoir une approche méthodique et rigoureuse, un esprit critique important
pour voilà, ne pas s'enfermer dans une hypothèse qu'on peut émettre au début de son enquête et vouloir à tout prix prouver cette hypothèse. Ça, c'est vraiment la chose à éviter absolument. Il faut pouvoir voilà, exercer beaucoup de regard critique sur sa propre approche pour être le plus rigoureux possible. C'est vrai que nous, on a la particularité de faire des enquêtes qui sont visuelles, c'est-à-dire qu'on met en image nos enquêtes donc, sous forme de vidéo et aussi sous forme d'articles visuels. Donc on travaille systématiquement avec des motion designers pour mettre en forme nos trouvailles. Et donc on réfléchit aussi beaucoup visuellement. Thomas Steffen travaille aussi au journal Le Monde, mais il n'est pas journaliste. Il est responsable de la direction artistique numérique au sein de la rédaction. Ce qui signifie qu'il est spécialement dédié à la représentation visuelle du travail des journalistes. Je pense que les grosses enquêtes visuelles, à mon avis, ça a commencé en 2020 avec le travail autour des féminicides. C'était l'enquête de Lorraine de Fouché, qui a gagné un Visa d'Or en 2020. Et donc ouais, c'était il y a 4 ans. Voilà. C'était le premier format, je pense, vraiment très travaillé visuellement pour amener le lecteur en fait, dans quelque chose de nouveau et de faire comprendre en fait, qu'il allait lire quelque chose de très important. Là, le travail qu'on a fait sur Gaza, c'est comme un travail de montage vidéo. Hein. Tu fais le montage de ton article. Déjà, il y a un enjeu éditorial, c'est comment tu rentres dans le sujet. Donc, nous, t'as plein de façons de faire. Il y a des sujets, par exemple, des fois, on va rentrer par des intros. On va commencer un petit peu à raconter, poser le décor. Hop, on scrolle 1 fois, 2 fois, 3 fois, boum, on met le titre et c'est parti. Là, par exemple, sur ce sujet-là, on s'est dit, non, mais il faut aller direct, droit au but. On a commencé par le titre, avec quelque chose de très frontal. Comment les hôpitaux, lieux de culte ont été détruits en fait, à Gaza, pour que les gens comprennent avec la carte derrière, en mode voilà, tu comprends tout de suite de quoi on va parler. En général, ce qu'on fait, c'est on commence à monter très vite un premier draft du squelette de ce qu'on veut commencer un petit peu à raconter visuellement. Et on essaie toujours déjà de commencer par le plus gros problème technique qu'on a, parce qu'on sait que c'est ça qui va être le plus structurant et c'est ça qui va nous bloquer. Bon, je pense que pour Gaza, on a peut-être passé 2-3 jours à déjà se dire comment j'arrive à afficher les points sur la carte sans que ça rame. Et après, effectivement, c'est plus un aller-retour de est-ce que ça c'est possible techniquement, est-ce que ça c'est trop chaud, est-ce que ça tu penses qu'on peut le faire? Et puis on teste, on regarde, donc parfois on fait ce qu'on appelle des espèces de petits POC, des proof of concept, juste on va tester un truc vraiment avec des carrés jaunes et des carrés rouges et du texte fictif, on regarde est-ce que ça marche, ok ça fonctionne, vas-y on met les vraies données pour voir, ok ça a l'air de rouler, et on avance. Sur ce sujet-là, justement, là, il y avait la nécessité de montrer. C'est-à-dire que si tu donnes juste le chiffre, très bien, mais il y avait la nécessité de montrer que ça littéralement touchait tout le pays. Enfin, c'était vraiment ça, en fait. D'où le besoin, justement, de cartographier. Et toute la question, après, effectivement, c'était d'exploiter les images satellites qui étaient extrêmement précises, mais qui, par contre, dans notre métier à nous, ça devient très compliqué à gérer parce que les images, elles pesaient 15 gigas, par exemple. Donc, comment tu charges une image de 15 gigas sur un téléphone quand tu es en Edge? Voilà, tu sais pas. Quand tu prends le sujet, en tout cas au début, on était là, genre, on sait pas comment on va faire. Bon, on va faire un truc, mais on sait pas quoi. On a eu 10 jours pour trouver, donc vraiment là, notre travail, c'est là où il prend tout son sens, c'est de trouver en fait une solution à un problème. En l'occurrence, là, c'était un problème technique, ça peut être un problème éditorial, mais là, c'est un problème technique, de comment on va rendre compte en fait visuellement de cette situation et le rendre accessible à tous, notamment des gens qui n'ont pas forcément des téléphones très puissants, parce que c'est encore une fois ça aussi qui faut prendre en compte, tu es au monde, hein, donc tes lecteurs, et l'âge moyen, c'est pas 18 ans, ils n'ont pas l'iPhone 15, donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pour que on va pouvoir naviguer en fait dans un article et que ça charge vite et qu'il ne fait pas attendre 10 minutes, ça ne plante pas. Et tout l'enjeu du travail, il est là, c'est-à-dire que si tu n'as pas répondu à ce problème-là, tout ce que tu vas faire derrière ne sert à rien. Parce que de toute façon, ton article ne marchera pas, les gens ils vont se barrer, quoi. Et après, effectivement, il fallait réussir à placer ces points, mais il fallait réussir aussi à, si tu places, qu'il y avait à peu près 100 000 points à placer. Tu places 100 000 points comme ça sur une carte, tu comprends rien. Donc il faut commencer un petit peu à détailler. Donc il faut commencer à scroller, à détailler, à afficher certains points, à commenter, à zoomer pour aller voir le détail. Là, on est sur une image satellite et il ne faut pas qu'on perde les détails. Donc pas trop, parce qu'il faut qu'on puisse voir justement les bâtiments détruits. Si tu perds ça, le sujet il ne sert plus à rien. Enfin, c'est vraiment c'est perdu. Le gros besoin qu'on a, nous, c'est d'être réactif. C'est-à-dire que l'actu, parfois, il faut pouvoir dégainer en 2 ou 3 jours. On peut pas reporter la publication. Quand il y a une grosse actu, quand il y a un scoop, on ne peut pas dire en fait, bah non, il me faut 3 jours en plus. Non, c'est pas possible. Donc nous, notre gros enjeu, c'est de réussir à d'abord avoir un niveau d'exigence visuelle de plus en plus élevé et derrière de pouvoir produire de plus en plus vite, sans non plus faire ça les trucs en 2 heures, parce que ça n'aurait pas d'utilité, mais de réussir en fait à en faire
un petit peu moins en termes d'efforts pour que derrière, voilà, on puisse faire mieux, entre guillemets. Sur le domaine de l'OSINT, la plupart des gens qui travaillent sur ce sujet-là se sont auto-formés en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi de formation OSINT à l'université ou en master, non, juste ils ont, de la même façon que nous on apprend à développer nos articles nous-mêmes, eux ils s'y sont intéressés sur le tas en fait, c'est-à-dire que dans le cas de la guerre à Gaza, il fallait bien trouver un moyen de raconter ce qui s'y passe et donc ils essayent de se former en faisant l'enquête. Le métier il change trop vite, tout va trop vite, les technos changent en 2 ans, donc on apprend constamment en fait ce métier. Je pense que toute la vie on va apprendre des nouvelles choses et c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est que on n'arrête jamais d'apprendre. On est complètement au début, on est complètement au début de l'histoire et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui on est parfois vraiment dans des moments où en fait on prend les problèmes un par un et on ne sait même pas comment les résoudre parce qu'on n'a pas encore l'expérience pour savoir justement les affronter. Et donc là notre travail depuis 2 ou 3 ans, c'est vraiment d'affronter les problèmes, de les dépasser et voilà, créer des outils derrière pour nous aider justement à se faciliter la vie. Nous achevons notre exploration des méthodes OSINT dans le monde du journalisme. Il semble que les journalistes qui travaillent de cette façon soient de plus en plus nombreux et que le courant OSINT s'installe durablement dans les rédactions. De notre côté, nous continuons à explorer l'apport du design aux médias à l'école de design Nantes Atlantique.